Bien, on passe à la veille de l'actualité de nos CIR. Merci à Jérémy Decoq et Melchior Courtois de Cyberzen. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Hervé. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme dit par Hervé, on va faire un point sur les actualités marquantes du mois de septembre et des 2 dernières semaines d'octobre. Donc, comme d'habitude, on commence par faire un petit rappel du support. Windows Workstation. Donc là, on a un peu de nouveau. Donc déjà, des fins de support pour Windows 10, même si on va voir, il y a des sujets pour le support étendu, spécifiquement en Europe. Donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la revue. Et des fins de support, du coup, pour les versions Home et Pro Enterprise de Windows 11, donc la 22H2 et la 23H2. Donc je vous laisse aller chercher plus de détails sur le site de Microsoft si vous êtes concerné. Et côté Windows Server, bon, a priori, rien de neuf. Donc, côté faille, bulletin, on commence comme d'habitude par le patch Tuesday Microsoft. A priori, ce mois-ci, il corrige pas loin de 81 vulnérabilités, dont deux types 0D, assez critiques. On a donc une première CVE qui est une élévation de privilèges dans Windows SMB. Donc là, c'est une attaque typique de par relais. Donc ici, l'intérêt, en fait, c'est donc d'intercepter et de réutiliser une authentification légitime pour pouvoir accéder à des ressources sensibles ou privées. Euh, Capturer les messages d'authentification NTLM et donc de les relayer vers un autre service. C'est pour ça qu'en termes de protection, de mécanismes de protection existants, on parle de SMB Server Signing donc pour empêcher ça. Et on parle aussi d'EPA qui permet en fait via du channel binding de dédier des sessions, de faire passer les sessions d'authentification par des canaux dédiés donc pour empêcher l'interception et derrière le rejoue évidemment. Cette CVE, elle affecte les Windows Workstation 10 et 11 et côté Windows Server donc de la version 2008 à la 2025. Ensuite, donc la CVE 2024 21907, qui est un déni de service sur SQL Server. Donc la faille se situe plus spécifiquement dans la bibliothèque newtonsoft.json. Donc c'est une bibliothèque qui permet de manipuler du JSON dans les applications, donc dans SQL Server et dans des applications .NET. Et donc, comment effectuer ce déni de service? Bah, tout simplement en faisant un enclenchement d'exception qui a pour le but justement de stopper le traitement et du coup d'effectuer un déni de service. Sachant que cette vulnérabilité, ce qui la rend critique, c'est qu'elle est réalisable à distance et sans notification préalable. C'est critique. Et elle affecte globalement toutes les versions les plus récentes, donc de la 2016 à la 2019. Et ensuite, bon, j'en ai pas rajouté forcément ici, on a 13 failles critiques, dont un certain nombre sur Hyper-V et sur ces services cloud. À les regarder. En faille, on a une RCE donc dans les firewall Firebox, solution WatchGuard. On a une vulnérabilité de type out of bounds write, donc écriture au-delà des espaces mémoire alloués pour le processus justement ICAD, un processus dans FireOS qui permet de manager, de gérer les connexions VPN qui utilisent IK2 V2. Donc évidemment, si vous n'êtes pas concerné par ce type de solution VPN, a priori, vous n'êtes pas vulnérable. Pour les autres, qu'est-ce que cette vulnérabilité? En fait, vous l'avez compris, une corruption de la mémoire donc, qui entraîne une exécution de code arbitraire qui est en plus cadeau, réalisable à distance et sans situation nécessaire. Ce qui permettrait à un attaquant du coup d'avoir un accès sur la machine finale, sur le système final.
et de pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Et donc, vous avez un tableau donc, des versions vulnérables et je vous ai listé tous les modèles associés. Donc, si vous avez un de ces modèles, je vous encourage très rapidement à aller voir les bulletins de la solution. On a ensuite une faille côté Google Chrome, donc une vulnérabilité de type confusion en anglais. Donc c'est une vulnérabilité qui survient lorsqu'on traite une donnée euh, comme comme un type erroné en fait. Et donc ça se situe au niveau du moteur V8 du navigateur. Euh, le bulletin donc, qui corrige cette CVE 2025 10585, elle corrige aussi trois vulnérabilités qui sont tout aussi critiques. On a deux use after free donc dans des composants graphiques. Et ensuite, on a un buffer overflow donc dans le tas, qui est buffer overflow, donc dans le composant Angle. Google a quand même spécifié que cette vulnérabilité a été exploitée. C'est comme ça qu'il fallait le comprendre dans son bulletin, qui a été déjà exploitée avant la sortie du patch. Donc faites attention si vous avez été affecté par cette vulnérabilité. Et donc, vous avez les versions correctives pour Windows, Mac et Linux. Côté Cisco, on a également donc, des failles sur deux de ces produits, Cisco ASA et FTD, donc, qui sont des appareils de pare-feu et des appareils de pare-feu et de VPN, donc avec des jolies interfaces web. Donc, au niveau de ces deux vulnérabilités, on a donc d'abord une exécution de code à distance donc, qui ne requiert pas d'authentification et une faille, donc un accès donc vers des endpoints assez restreints, donc liés à la partie VPN, qui sont possibles sans authentification préalable. Donc, si vous liez les deux, globalement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez sur les équipements. Donc, on a des stats qui sont remontés de Shadow Server, donc qui a détecté pas loin de presque 49 000 appliances exposées et vulnérables. TTP observé, donc donné aussi par Shadow Server. Globalement, comment ça se passe pour l'exploitation? On a le déploiement d'un loader, donc Line Vapor, qui est utilisé comme C2, comme agent pour exfiltrer de la donnée et pouvoir très facilement lancer des commandes sur les machines. Et souvent, ça, c'est suivi par l'installation d'un bootkit, donc réinitiator, qui permet un certain niveau de persistance parce qu'il va incorporer des modules qui vont être chargés au démarrage de la machine. Donc, la redémarrer ne vous protégera pas. En termes de priorité, bon, déjà forcément d'appliquer les correctifs qui ont été publiés par Cisco, et si c'est pas possible, déjà de déconnecter les appliances obsolètes, limiter les accès aux interfaces web, comme c'est un peu la remédiation qu'on essaye de vous rappeler à chaque revue mensuelle, euh, et d'appliquer donc des ACL, donc des listes de contrôle d'accès, ou de faire de la géobloc, donc de restreindre les accès par plage d'adresse IP. Et évidemment, de surveiller tous les accès et de faire quelque chose des logs que vous générez. Ensuite, on a une 0D donc, dans la solution Oracle Business Suite, donc, qui se situe plus précisément dans son modèle Oracle Concurrent Processing, qui permet tout simplement à l'outil de paralyser des traitements batch. Donc, on a également encore cette fois-ci une exécution de code à distance, donc toujours sans notification requise. A priori, cette 0D, elle est pas mal exploitée par le groupe Clop. Donc, l'enjeu pour ce groupe, a priori, c'est de voler de la donnée. Et comment ça se passe? Donc, l'exploitation, elle est d'abord, donc, le point d'entrée pour le groupe Clop, c'est de piéger ses victimes via un phishing. Euh, et ensuite, donc, d'exploiter cette faille et ensuite de les prévenir qu'ils ont été
qu'ils ont été piratés, et donc de leur demander certaines sommes d'argent. Vous avez quelques IEC donc, publiés donc, également par Oracle, des adresses IP à bloquer qui sont relatifs à ce scénario opérationnel. Version affectée, donc 12.2.3 jusqu'à la version 12.2.14. Certains utilisent peut-être dans l'entreprise la solution Go Anywhere. Pour information, c'est une solution de transfert de fichiers. Il y a une RCE qui est sortie avec un patch qui est disponible depuis le 18 septembre. Il faut savoir que les traces d'attaque remontent depuis le 11 septembre. Et nous avons la nouvelle version, donc la V784 qui est sortie, et la V.6.3 pour la version Sustain Release. La vulnérabilité en détail, c'est une vulnérabilité qui affectait le service de gestion des licences. Et globalement, comme j'ai défini, c'est la faiblesse liée à la désérialisation. Donc, en forgeant une signature de réponse de licence, un attaquant peut contourner la vérification de l'intégrité et injecter un objet malveillant. Donc, il y a des millions d'instances qui sont exposées sur Internet. Donc, assurez-vous que l'accès à la console d'administration de GoAnywhere n'est pas ouvert au public. Voilà, comme l'a déjà dit Jérémy, n'exposez pas vos interfaces admin sur Internet, on ne répétera jamais assez. Coup dur pour Redis. Donc Redis, qui est une solution d'optimisation qui stocke des informations directes en mémoire RAM plutôt que sur disque. Donc on a une user store free dans l'interpréteur Lua de Redis. Ça affecte toutes les versions, toutes les versions actuelles, supportant l'interpréteur et c'est activé par défaut. Globalement, comment ça fonctionne? C'est une manipulation de garbage collector pour échapper à la sandbox Lua et qui permet ensuite un déploiement d'un reverse shell pour avoir un accès distant persistant. Et ça peut mener à une RCE sur serveur. Donc, en théorie, il a besoin d'être authentifié pour exécuter la vulnérabilité. Cependant, dans la pratique, on peut se rendre compte qu'il y a plus de 1/5, donc presque 60 000 instances en ligne qui ont l'authentification qui est optionnelle. Donc, le patch disponible est la V8.2.2. Adieu Free Wi-Fi Secure. Alors, si vous avez une Freebox, vous connaissez peut-être Free Wi-Fi Secure, qui est un réseau délivré par Free, qui était disponible pour tous les abonnés de Free. Donc, c'était une fonctionnalité qui était présente par défaut depuis quelques années. L'authentification se fait par carte SIM, donc avec le protocole EAP SIM. Le problème, c'était que lors des tests qui ont été faits, on se rendait compte qu'il y avait l'envoi du IMSI, qui est le numéro d'identifiant unique qui se trouve dans votre carte SIM, qui était envoyé avant d'établir le canal sécurisé et du coup qui était envoyé en clair. Alors, lorsque cette faille a été envoyée à Free, Free a demandé à retarder la divulgation, le temps de pouvoir, selon eux, déployer un correctif. Bon, le patch du 1er octobre, qui était censé être un correctif, finalement, était juste une désactivation par défaut du service Free Wi-Fi Secure sur tous les modèles de Freebox concernés, parce que cette vulnérabilité n'est plus présente sur du coup, les dernières box de Free, donc la POC, la Delta ou l'Ultra. Donc voilà, côté vulnérabilité marquante un peu du mois précédent. Là, on va un peu vous parler donc, des événements plutôt qui ont eu lieu. Et on commence par donc, un accès produit à des sauvegardes cloud, donc des firewall Sonic Wall. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un accès vers des comptes MySonicWall, donc qui ont été possibles par des attaques par brute force donc sur les pages de login. Mais le problème, en fait, donc d'accéder à un compte MySonicWall, c'est que derrière, vous avez la mise sur les différents fichiers de config des pare-feux que vous gérez, donc des pare-feux SonicWall, et plus précisément de pare-feux SonicWall qui appartiennent à des clients. Et donc, dans ces fichiers, on peut retrouver beaucoup de choses sensibles comme des identifiants, donc des fois, même si, des fois des jetons, des fois des clés de chiffrement, et des identifiants, même si on parle de mots de passe chiffrés, unbootable, tout ça, ça ne veut plus trop dire grand-chose. Et dans tous les cas, vous avez d'autres infos, et donc c'est assez touchy. Donc, voilà, donc qui dit accès aux identifiants de pare-feu SonicWall dit derrière leur accès frauduleux. Sauf si, évidemment, on l'a déjà dit 2 fois, si l'interface de gestion
n'est pas accessible depuis le One. Mais bon, dans tous les cas, je vous conseille quand même de réinitialiser vos identifiants dans le doute. Alors, sans Repotel, le malware WhatsApp, donc c'est un malware qui va actuellement inciter l'utilisateur à télécharger un point zip sur votre PC, depuis directement WhatsApp accessible sur PC. Il contiendrait un fichier de raccourci.lnk avec un script qui télécharge le code malveillant, et du coup, donc, avec le malware qui se surnommerait sans Repotel. Il fera ensuite une persistance sur l'équipement. Et si vous avez toujours WhatsApp ouvert sur votre navigateur, il ferait une propagation du coup vers vos autres contacts. Son objectif, c'est de récupérer les informations qu'il peut sur la victime, donc avec keylogger, photo, récupération de fichiers. Actuellement, il est présent dans 95% des cas au Brésil. Ensuite, un accès produit donc, sur la plateforme Google dédiée aux autorités américaines, donc plus précisément sur la plateforme hébergeant l'ERS. Donc, c'est un système donc, de demande judiciaire donc, utilisé par les forces de l'ordre américaines, donc agence de police, de renseignement. Et donc, a priori, comment ça s'est passé? Donc, Google a détecté la création d'un compte suspect et donc l'a tout de suite supprimé. Il n'y a eu aucune communication donc, à ce sujet du FBI. A priori, après analyse de Google, il paraîtrait que l'origine de la création de ce compte proviendrait du groupe Skater Lapsus Hunters. Il y a c'est quand même beaucoup d'informations sensibles sur cette plateforme, comme des casiers judiciaires, donc ce qui peut justifier le silence des services. Donc, compte supprimé, je vous l'ai déjà dit. Donc, en plus, une affirmation qu'aucune donnée sur Google n'a été consultée. Et a priori, il y a quand même eu déjà la création d'un compte. Et en plus, a priori, il y a beaucoup de copies d'écran partagées qui tournent sur des canaux Telegram et donc qui montrent que d'une certaine façon, il y a eu de l'exfiltration. Et donc, pour info, c'est un système qui vous permet de soumettre des mandats de perquisition. Donc ça, c'est un point que j'ai rajouté juste tout à l'heure, même si c'est un sujet qui est en cours depuis vendredi. Donc un piratage intense en cours dans les lycées des Hauts-de-France, donc plus précisément les lycées publics. Donc on parle quand même de 80%, près de 80% de lycées publics qui sont actuellement impactés par ce piratage. Donc a priori, les données visées restent assez techniques. Les plateformes comme le NT sont pas visées. La région est accompagnée du coup par Orange Cyberdéfense, donc pour la partie analyse et potentiellement remédiation. Le piratage serait lié au groupe Kila, et ouais, groupe qui s'est vanté d'avoir pu exfiltrer pas loin de 1 Tera de données. Donc, dans ces données, on trouve des pièces d'identité, on trouve des relevés de notes, on trouve des CV et également, malheureusement, des données personnelles, sachant que des échantillons circulent sur certains forums pour justifier du coup l'exfiltration. Et bon, déjà, c'est une mauvaise chose, mais encore plus mauvaise quand on sait que le groupe en question est connu pour effectuer de nombreuses extorsions. Euh, donc, comment ça se passe? Donc, déjà, il vous demande de l'argent au moment euh, pour la restauration des données, et ensuite, il demande de l'argent pour ne pas divulguer les données qui ont été exfiltrées. Donc, mon courage à eux, pas au groupe, hein, mais à la région et au groupe qui fait l'analyse. Ensuite, un petit point côté supply chain. Donc, on va parler NPM, donc, et plus précisément de 20 packages donc assez populaires qui ont été compromis par un compte mainteneur, donc Kix, Josh Junon, donc qui a malheureusement été victime d'un phishing ciblé qui tout simplement avait pour but de lui demander de réinitialiser son authentification forte en se faisant passer du coup pour le support NPM. Vous l'aurez compris, du coup, le faux support NPM. Et donc, en ayant accès à son compte,
Les acteurs malveillants, du coup, ont pu modifier 20 packages donc, qui cumulent tous pas loin de 2 milliards de téléchargements hebdomadaires. Et sachant que le but du code malveillant, c'était d'intercepter et de détourner les transactions de crypto-monnaies depuis votre navigateur. Et donc, soit de modifier les adresses de destination, soit, soit de les intercepter, de récupérer des informations potentielles. Mais heureusement, ça a généré une anomalie qui a été détectée assez rapidement, puisque dans les 5 minutes, bah, Aikido Security a eu l'information et ils ont pu publier dans l'heure, du coup, une annonce publique pour prévenir de ce sujet. Donc, en termes de cas réels, il n'y a pas eu réellement de sujet financier, puisqu'a priori, ça s'élèverait à entre quelques centimes et quelques centaines d'euros. Donc, par rapport à ce que ça aurait pu euh, générer, ça reste a priori OK. Ça relève, le sujet se situe plutôt au niveau de la portée de l'attaque, donc de se dire que la contribution d'un compte aurait pu générer des milliers, voire des millions euh, d'euros de préjudice. Toujours un malware côté Android, donc là c'est Clayrat. Donc c'est un malware qui va faire de l'imitation de sites légitimes, comme TikTok ou YouTube, afin d'inciter l'utilisateur à télécharger l'APK. Clayrat va ensuite s'exécuter en tant que dropper et installer furtivement un malware sans alerter l'utilisateur. Donc par exemple, va vous montrer un faux écran de mise à jour et rendre votre téléphone indisponible pendant le temps de cette pseudo-mise à jour. Il va aussi faire de la récupération en masse, donc il va récupérer tout l'inventaire de vos applications installées, vos jours d'appel, SMS, vos photos et tout. Il est actuellement il cible en priorité les utilisateurs en Russie et sa propagation se fait plutôt par message SMS ou alors WhatsApp. Côté ransomware, on va parler d'une attaque qui a touché plusieurs aéroports. On parle quand même de grands aéroports européens comme London, Heathrow, Bruxelles et Berlin-Brandebourg. Pourquoi? Parce que le système impacté est Muse, donc système géré par Collins Aerospace, et une solution qui permet de mutualiser tous les comptoirs d'enregistrement, donc d'aussi bien de s'occuper de la partie enregistrement que de la partie check-in et tout ce qui est gestion des embarquements. Donc je peux vous dire forcément que si le système était hors service, a priori, ça génère à minima quelques retards, à maxima des grosses pertes financières et des annulations de vol. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Donc heureusement, ces aéroports ont été assez réactifs puisqu'ils ont mis en place le plan B qui consiste à un retour au papier, donc avec les enregistrements sur étiquette, euh, juste pour cette période. Donc, l'arrêt total a été évité, heureusement, mais on parle quand même de centaines de vols retardés, voire annulés. Et aujourd'hui, on n'a aucune information réelle sur le pourquoi, la source de l'attaque. Le retour de Logbit, donc en 5.0, donc rappel, c'est que Logbit permet de chiffrer les données des machines sous Windows, Linux et VMware OS X. Donc, c'est pas vraiment un Logbit 4.0, comme je vous l'ai dit, c'est plus une évolution de ce Logbit, parce qu'on retrouve des similitudes avec des algorithmes de hachage et des méthodes de résolution d'API, mais il est plus poussé. Il utilise notamment une technique de fuscation et de compactage plus avancée. Ça rend sa détection aussi beaucoup plus difficile, avec derrière des extensions de fichiers aléatoires sur 16 caractères, la suppression régulière de journaux d'événements, la machine après l'opération de chiffrement et l'exclusion des fichiers en langue russe. Il est actuellement diffusé sous forme de RAS, donc Ransomware as a Service. Huawei Take, donc sous une fuite majeure. Donc l'incident, alors on a peu d'informations encore sur l'incident. Donc il a été produit début octobre avec mise en vente des informations. Donc là, on est vraiment sur une fuite de données. Et ce qui a fuité, c'est fichier de code source, outils et scripts développement interne, la possibilité de créer des fichiers et des configurations, et notamment la documentation technique et les manuels qu'ils utilisent. Donc pas mal d'informations confidentielles de leur côté.
Renault aussi qui a été touché par la cause de son prestataire. Donc, cyberattaque chez l'un de ses prestataires le 3 octobre, qui a été, selon Renault, maîtrisé très rapidement et du coup, il n'y a eu aucun système qui a été compromis du côté de Renault. Cependant, il y a quand même eu des données qui ont fuité. Donc, les données fuitées sont nom, adresse, date de naissance, sexe, numéro de téléphone. Donc là, dans le plus standard, ensuite, on a le numéro d'identification des véhicules, les détails d'immatriculation des véhicules. Après, heureusement, pas d'informations contenant les informations financières ou mot de passe. Alors, on a une fuite donc assez gravissime quand même du côté Discord. Donc, une cyberattaque qui a eu lieu le 20 septembre 2025 donc sur l'outil Zendesk, donc qui est un outil assez connu et qui est plus particulièrement utilisé par Discord comme outil de support client. Donc, la cyberattaque a été maîtrisée, pareil, selon Discord. Aucune compromission directe de ce serveur, donc ça, il le souligne dans pas mal de communiqués, donc en précisant que c'est bien Zendesk qui était vulnérable et qu'il n'y a pas eu de compromission par phishing ou autre de ces plateformes. Malheureusement, cette cyberattaque a quand même duré 58 heures, donc via le compte d'un agent, ce qui a eu que pour conséquence de désactiver l'authentification forte sur pas mal de comptes utilisateurs et d'exfiltrer leurs données. Donc, dans le contenu fuité, on parle quand même du coup de nom d'utilisateur, adresse mail, adresse IP, message envoyé au support, pièce jointe, documents d'identité euh, et 4 derniers chiffres des cartes bancaires. Mais a priori, aucun mot de passe n'est concerné dans la fuite en question. Et Discord évoque pas loin de 70 000 du coup, utilisateurs touchés par ce piratage. Mais les pirates revendiquent 5,5 millions d'utilisateurs touchés, ce qui est très différent des 70 000 annoncés, et pas loin de 1 Tera, enfin presque 2 Tera donc de données volées. Oui, sachant, donc j'ai mis une petite étoile, pourquoi les documents d'identité? Parce que c'est des documents qui sont utilisés notamment pour les vérifications concernant l'âge. Et les pirates affirment qu'ils ont récupéré du coup 521 000 tickets de vérification de l'âge, ce qui pour le coup est assez grave. Donc, parler aussi d'une rumeur, donc ça vous avez sûrement entendu parler que beaucoup de cyber-influenceurs, entre guillemets, qui ont parlé d'une fuite des données de la NTS, même si du coup, je le précise, c'est des rumeurs. Bon, pour juste remettre un petit peu de contexte, il y a une base de données qui a priori circule sur certains forums et qui indiquerait un potentiel leak de la NTS, donc qui concernerait des données personnelles, d'identité, des informations de contact, etc. Mais la réalité, c'est que déjà cette base elle circule depuis mars 2025 à minima, au moins, de ce qu'on sait, et qu'aucun lien confirmé avec les systèmes ou les bases de la NTS. Et Monsieur Stubel a communiqué dessus donc sur LinkedIn, spécifiant du coup que les cybercriminels sont assez forts comme ça en marketing et que ça ne servait à rien de leur faire de la pub gratuite et qu'il fallait penser aux équipes de la NTS qui du coup justement pensaient avoir été victimes d'une fuite de données et forcément d'un piratage, du piratage qui va derrière et donc que ils ont cherché la source, voir s'il y avait des choses ou quoi que ce soit, que rien du coup n'a été confirmé et rien n'a été trouvé. Et donc, pour rappeler que ce que vous trouvez sur les réseaux, il faut toujours s'en méfier et avoir un regard un peu évaluateur pour voir si c'est vrai ou pas et comment on fait ça. On essaye de trouver ce qu'on voit et ce qu'on apprend et faire attention quand on communique dessus parce que ça peut impacter l'image d'une entité et c'est ce qu'on appelle la diffamation. Publication, vous parlez rapidement d'une publication de cybervoyance.gouv.fr qui a fait un peu son résumé annuel donc, sur l'état des TPE-PME en 2025.
Donc là, je vous ai mis quelques chiffres. Je ne vais pas passer en détail sur chacun des chiffres. De toute façon, on verra à la fin que vous avez les slides qui sont disponibles sur le site. Donc si vous voulez voir les informations, vous pourrez retrouver cette slide et vous pouvez même du coup, directement aller voir le rapport de cybermenace.gouv.fr. Et donc, ce qu'il faut en retenir, c'est ce qui a été dit dans le rapport. On a quand même une progression donc, qui est notée et qui est importante, mais il y a toujours un certain cap à franchir. Aujourd'hui, beaucoup de TPE-PME sont dans une posture qui est plutôt réactive, alors qu'il faudrait passer sur une posture plutôt préventive. Et donc, voilà. Je vous encourage à aller voir le rapport qui est très intéressant, surtout si vous êtes une TPE-PME, pour vous-même vous positionner. Je vous ai mis un outil donc, que j'ai découvert qui est plutôt intéressant et qui est plutôt balèze. Donc, un outil qui s'appelle EDR Freeze, qui est potentiellement utile pour des sujets de red team ou de tests d'intrusion. Donc, c'est un outil qui permet de neutraliser des solutions type EDR ou antivirus. Et ce qui le rend dangereux, c'est que c'est possible dans un contexte utilisateur. Donc, comment ça se passe? L'outil, en fait, se base sur deux composants legit et natifs à Windows. Donc, Windows Error Reporting, donc, qui est l'outil incorporé dans Windows qui permet la gestion des rapports d'erreur. Donc, il est conçu pour collecter des informations donc sur des incidents et les envoyer à Microsoft. Et l'API Minidump WriteDump, donc, qui est une fonction de la bibliothèque DBG Help, donc, qui permet de faire du débugage. Et donc, cette API précisément qui sert à générer donc, un instantané de la mémoire et donc plus précisément de l'état d'un processus. Sachant que pour faire ça, et c'est là que se situe la force de l'outil, c'est que pour faire cet instantané, il va temporairement suspendre tous les threads du processus, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption au moment de la capture de la mémoire. Et donc, c'est pour ça que l'outil, au final, réalise ce qu'on appelle une race condition. Donc, il va utiliser le composant Fault Secure, donc qui a quand même des privilèges assez élevés. Donc, ce composant, on le retrouve au niveau de Windows Error Reporting. Il appelle l'API mini dump, write dump, donc sur un processus sécurité. Donc, le processus sécurité, c'est par exemple Windows Defender. Et donc, si le timing est parfait, l'API va mettre dans un état de coma ce processus sécurité. Et donc, si vous stoppez, suspendez votre DR, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire derrière. Donc voilà, il est par exemple été prouvé que l'outil est capable de neutraliser Windows Defender sur Windows 11 24H2. Donc si vous êtes une red team, je vous laisse aller voir ça. Voilà au sujet des gros événements. J'ai pu en oublier, on a pu en oublier. On va quand même voir quelques sujets business et politiques. Et on va commencer par un sujet qui a été évoqué lors des fins de support Windows 10. C'est le fait qu'en Europe, on puisse disposer d'un an de sursis pour les Windows Workstation version 10. Donc normalement, la fin de support a été prévue le 14 octobre, donc aujourd'hui. Et comment ça se passe? Normalement, lorsque Windows fournit une nouvelle version, donc là par exemple Windows 11, qui est déjà présent depuis quelques années, depuis même 4 ans, Windows continue son support encore quelques années. Donc on va voir que c'est ce qui a généré quelques débats. Et ensuite, tout doucement, il se rapproche de la fin de support de Windows 10. Et donc pourquoi c'est un problème? C'est parce que entre Windows 8, 8.1 et Windows 10, il y a quand même eu 8 ans donc de support pour les versions les plus vieilles, alors qu'il n'y a eu que 4 ans entre la sortie de Windows 11 et aujourd'hui, donc la fin de support Windows 10. Donc ça, c'était un premier problème qui a relevé
quelques débats. Et ensuite, le sujet que vous connaissez très bien, c'est que Windows 11, malheureusement, ne peut pas forcément être installé sur toutes les machines. Donc, surtout ce que Microsoft appelle des machines anciennes. Donc, des machines anciennes pour Microsoft, c'est des machines qui n'ont pas de puce TPM 2.0 intégrée. Et donc, si vous n'avez pas ces puces TPM 2.0, bah, vous pouvez tout simplement pas installer Windows 11. Et donc, vous êtes obligé soit d'acheter une machine un petit peu plus récente, soit de rester sur Windows 10. Et donc, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Et donc, on parle quand même de 850 millions de machines donc, qui sont concernées. Donc, ça, c'est des stats qui ont été fournis par l'association HOP, donc, association française qui a pour but de surveiller tous ces sujets d'obsolescence. Euh, et donc, c'est pour ça qu'avec ces deux problèmes générés, il y a eu une décision de Microsoft pour les Européens d'étendre le support initial jusqu'en octobre 2026 et ensuite du coup de passer sur le support étendu. Mais bon, il y a quand même une condition, c'est qu'il faut donc sur sa machine se connecter avec un compte Microsoft. Donc si vous fonctionnez uniquement par compte utilisateur locaux, bah, vous allez quand même avoir un problème, sachant que ça reste mieux que ce qui était prévu avant, donc soit de payer 30 $, soit de passer par leur programme de récompense, de fidélisation Microsoft Reward, ou même ils peuvent le proposer gratuitement si vous utilisez leur outil de sauvegarde en ligne. Ensuite, donc un sujet donc un petit peu plus politique quand même, donc le fait que Microsoft ait retiré ses services cloud à l'unité 1200 israélienne, donc une unité de renseignement militaire, donc qui utilisait justement enfin, les plateformes de Microsoft Azure pour stocker une partie de ces données. Et quand on regarde ce qui se comportait du coup ces données, on parle quand même d'appels interceptés de Palestiniens. Et donc données utilisées dans des cadres de frappes ciblées et d'opérations d'arrestation, ce qui n'a pas forcément plu à Microsoft. Et donc, après avoir réalisé une enquête interne et avoir découvert ça, ils ont décidé de suspendre partiellement les accès à Azure à cette unité. Donc, c'est quand même important de noter que c'est la première fois qu'un GAFAM coupe l'accès à une entité militaire israélienne. Mais il y a une réponse de l'unité de 1200, ça a été de choisir de migrer ces données du coup vers un concurrent, donc vers AWS. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Amazon va suivre le mouvement ou pas? Je vous propose un petit retour dans le temps sur le piratage de Adecco en 2022. Certains y étaient peut-être. Adecco qui était victime d'un piratage en 2022, comme je l'ai dit, avec fuite de données. Plus de 100 000 victimes. De nombreuses chefs d'accusation qui ont été donnés sur Timothée Lemonde, qui était le chef du réseau. Donc, on a eu l'escroquerie en bande organisée, blanchiment, fabrication de faux papiers, identité ou quand même atteinte à des systèmes d'information. Donc, en tout, c'était une bonne quinzaine. Le chef du réseau, Timothée, et 14 complices. Ce qui est assez comique dans l'histoire, entre guillemets, je dis bien. Timothée est aussi chef d'une entreprise qui fait de la gestion de fuites de données. Ironie de la chose. Verdict du procès pour Timothée, donc 6 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Pour ses complices, on est de 6 mois à 3 ans de prison sur ce qui a été dit. Pour rappel, comment est-ce qu'il s'était introduit dans Adecco? Donc, l'accès initial à la base de données d'Adecco avait été rendu possible, en gros, entre autres, grâce à la complicité d'un alternant qui l'avait aidé à s'introduire à Adecco. Et celui qui a aidé et qui a donné ces informations, lui, de son côté, a écopé de 2 ans de prison, dont un avec sursis. Donc ça, c'était pour la partie standard. Après, pour la partie civile, sur le côté dédommagement, des dommages et intérêts pour ceux qui ont demandé, c'est toujours en cours et on vous donnera des updates dès qu'on les a. Nouvelle information initiative de l'ARCOM. L'ARCOM a décidé de cibler les services IPTV streaming. Donc, ils ont envoyé une demande récente aux fournisseurs VPN de bloquer
peu près 300 sites de diffusion de sport, sachant que ça, c'était sur la dernière demande récente qu'ils ont fait. Depuis le début de l'année, il y a plus de 5000 serveurs qui ont déjà été bloqués. Le but, c'est de neutraliser efficacement en fait, un ensemble de revendeurs de petites plateformes en bloquant directement les fournisseurs VPN. Donc de leur côté, les fournisseurs, ils comprennent l'enjeu de freiner le piratage, mais d'ailleurs, ils sont un peu dérangés parce que bah, ça fait que le principe de confidentialité et de neutralité est un peu baissé et ils veulent pas être vus comme des censeurs pour en censurant du coup l'information. Sachant que ça, justement, ça avait déjà fait du bruit parce que cette campagne-là enfin, et continue par rapport au sujet, justement, de demander au service DNS, justement, de bloquer l'accès à ces plateformes de streaming, et donc ce qui avait déjà généré du bruit. Donc, par exemple, Cloudflare qui avait décidé de rendre injoignable son réservoir public euh, au monde, enfin à la France plus particulièrement du coup. Et donc ça risque encore de faire du bruit. Côté conférences, donc les conférences passées, les conférences à venir. Donc, ce qui vous intéresse, c'est surtout les conférences à venir. Donc le FICO Canada, les Identity Days à Paris, Unlock Your Brain à Brest, l'European Cyber Week à Rennes et le GREAC à Grenoble. Quelques points trolls ou divers, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc un premier point donc, qui est une capture, enfin, une photo qui a circulé sur les réseaux et donc plus particulièrement sur les sites communautaires d'OpenAI, donc qui affiche le top 30 des clients OpenAI donc, qui ont utilisé plus de 1 trillion de tokens donc, pour joindre l'API de ChatGPT. Donc, est-ce que c'est une liste partagée ou est-ce que c'est une fuite non confirmée? Bon, on n'a pas réellement l'info. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux données que renvoyées. Donc, on retrouve des noms quand même assez intéressants. On trouve du Duolingo, du Salesforce, du Shopify, du Zendesk, du Datadog, du Notion. Euh, et en usage probable, bon, sûrement des chatbots, de l'analyse, des sujets de génération. C'est quoi les interprétations potentiellement à avoir de cette sortie? C'est déjà de savoir que les top clients vont probablement arrêter d'utiliser l'API de ChatGPT comme POC, mais sont plutôt passés à de l'industrialisation massive. Donc, c'est a priori été inclus dans leur business model, dans leur core business. Donc ça, c'est le premier constat qu'on pourrait peut-être faire. Et le deuxième, c'est c'est de montrer que vraiment tout est au cœur de leur business. Donc ça peut éventuellement créer une dépendance et aussi un sujet pour des sociétés ou des gros européens de montrer qu'il y a une forte dépendance à un acteur américain. Ensuite, ça, vous en avez peut-être entendu parler. C'est pareil, ça fait beaucoup de bruit et ça demande quand même une certaine réactivité, ça demande quand même de s'y intéresser. Pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes tous familiers du Secure Boot, qui permet de s'assurer que les composants que vous chargez au démarrage donc, de votre machine soient signés et évalués comme étant de confiance. La signature permet cela. Donc, je parle composants, je parle bootloader, je parle firmware, je parle module UEFI. Et donc, comment gérer cette partie signature? Le firmware utilise plusieurs certificats. Donc, vous avez le KEK, l'ADB, l'ADBX, et qui sont générés par Microsoft et ses partenaires. Et donc, ce qu'il faut prévoir, c'est 4 CA. Donc, Microsoft Corporation, KEK CA 2011, la PCA et Microsoft UEFI CA. J'ai mis 2 fois CA. Il y en a un pour les partenaires et il y en a un pour Microsoft. Donc, qui vont expirer soit en juin 2026, soit en octobre 2026, sachant que ces certificats, ils sont dans votre matériel.
Donc, Microsoft a l'impossibilité, par exemple, de forcer leur mise à jour. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire. Et donc, c'est bien ce qui a été dit en 2026. Les certificats Secure Boot de Microsoft arrivent à expiration. Sans mise à jour vers les versions 2023, les machines Windows risquent de perdre les mises à jour de sécurité de mécanisme de boot. Donc, ça veut dire que vous vous allez pouvoir passer par le Secure Boot, vous allez devoir passer par l'UEFI et donc passer par du Legacy. Et donc, vous êtes plus sûr de ce que vous allez charger. Et donc, vous avez encore un peu de temps, mais pensez à faire le nécessaire de ce côté-là. Oui, c'est le dernier, c'est pour la ROM. Donc, je ferai une modification pour la version ligne. The Great Chinese Firewall is online, sachez-le. C'est le grand firewall que les Chinois utilisent pour censurer l'intégralité de leur pays, toutes les données en fuité. Donc, on parle d'à peu près 600 gigas de données. Donc, tout le code source, les documents internes, les logs de travail et même les communications privées. Donc, ça vient de deux sources distinctes. Donc, alors désolé, prononciation, je ne sais pas comment le dire. Donc, Gage Networks. Donc, c'est une boîte qui est dirigée par Fang Binxing, qui est celui qui a créé le pare-feu, donc surnommé le père du Great Firewall, ainsi que le laboratoire MESA de l'Académie chinoise des sciences. Donc, les informations d'ailleurs, enfin, les informations que nous avons récupérées dedans, c'est aussi qu'il y a eu de la vente de cet équipement sur d'autres pays, comme la Birmanie, le Pakistan, l'Éthiopie ou encore le Kazakhstan. Une bonne nouvelle côté YesWeHack, donc qui est officiellement devenu une CNA, donc Serial Numbering Authority. Donc, c'est-à-dire que depuis le 23 septembre 2025, ils sont capables donc, d'attribuer directement des identifiants CVE donc à des vulnérabilités découvertes sur leur plateforme. Donc, YesWeHack qui a sa plateforme de bug bounty qui est reconnue et qui a fait ses preuves. Donc, ce qui permet de faciliter l'attribution des vulnérabilités entre les bounty hunters qui découvrent les vulnérabilités et du coup YesWeHack. Donc, sachant que c'est les 8e à devenir CNA en France. Donc, je vous ai mis quelques autres entités, donc Dassault, Schneider, Thales, ou encore WPScan. Vous avez la possibilité directement sur Server.org de voir la liste des CNA dans le monde et de filtrer sur la France. Donc, faciliter l'accélération des flux entre bounty hunters et les collaborations clientes, et les organisations clientes, pardon. Et aussi, c'est un gros sujet de reconnaissance, donc de montrer que, je l'ai dit, YesWeHack a fait ses preuves, et ça le démontre encore plus. Plus un renforcement, donc Cocorico, donc de sa position donc, dans l'écosystème aussi bien français qu'international. Et le dernier point, donc c'est encore un record battu pour Cloudflare. Donc l'atténuation de la plus grosse attaque des DOS à ce jour. Alors je vous le remets chaque mois, mais effectivement, chaque mois, il y a toujours une plus grosse attaque. La dernière en date était il y a 3 semaines, et justement, c'était eux qui détenaient déjà ce record d'atténuation. Donc cette fois-ci, l'attaque a duré 40 secondes, avec 2,2 terabits par seconde, et 22, pardon, excusez-moi, 22,2 terabits par seconde, et un pic à 10,6 milliards de paquets par seconde. Donc l'attaque serait liée au bot Azuru, qui ciblerait en priorité les routeurs et les objets connectés, donc par exemple les caméras, les enregistreurs ou les puces techniques. Je vous ai mis en lien un tableau récapitulatif avec notamment les équipements affectés, la marque et la vulnérabilité. Donc n'hésitez pas à aller regarder, jeter un coup d'œil. Bon. Voilà, donc c'est terminé pour nous. Bon, on n'a juste pas mis la date parce qu'on attend confirmation. On va en parler après. Et donc, vous avez toujours la possibilité, comme tous les mois, donc, de retrouver soit les différents replays, donc aussi bien dans la revue d'actualité que des conférences qui ont été faites sur YouTube, sur la chaîne de l'OCIR, ou directement les supports, donc les slides sur le site de l'OCIR. Merci. Merci. Merci beaucoup, Melchior et Jérémy, pour cette présentation complète.